DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qui a été fait, mais également poser des balises pour ceux qui viennent. Ça permet de gagner du temps, des ressources, éviter la tentation de la table rase de la part de ceux qui arrivent. Et ça permet aussi de reconstituer la mémoire collective de notre peuple. Et donc, on a voulu jeter ces regards rétrospectifs sur cette période particulière, la gouvernance de notre pays, pour certes éclairer notre peuple, orienter les nouveaux dirigeants, mais en même temps, essayer de prendre du recul pour nous-mêmes, voir ce que nous avons pu accomplir de grands, mais aussi de faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, se remettre donc à l'école et apprendre de nos erreurs. Cet ouvrage est préfacé par le président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi parle-t-il par personne interposée? Je crois que c'est par souci d'humilité. C'est tout simplement parce que il est souvent difficile de parler de soi-même, d'avoir un regard détaché de sa propre œuvre. Et vous savez, même les évangiles ont été écrits par les disciples, pas par le Seigneur lui-même. Et donc je pense que c'est ce qu'il a fait lui aussi. Il a été curieux de savoir quel est le regard que d'autres pouvaient avoir sur son œuvre, mais évidemment des observateurs avertis et quelque part aussi des acteurs en même temps qui ont mis la main à la pâte. Cela lui aura permis sans doute d'apporter personnellement quelques précisions les jours à venir, pourquoi pas. Professeur, dans les titres 1 de votre livre, vous parlez de l'inexistence de l'État à un État républicain. Quelles sont les réalisations concrètes qui motivent cette affirmation? Mais il faut partir de l'idée que en 2001, lorsque le président Joseph Kabila arrive aux affaires, le Congo n'était plus une évidence. Une évidence en tant qu'entité internationalement reconnue, avec un territoire et une population, bien sûr, et un gouvernement central. Tout cela était devenu une fiction. Il y avait certes un peuple qui était en errance, mais il y avait un territoire qui était disloqué en morceaux. Nous avions 4 morceaux de territoire. Il n'y avait plus de gouvernement central, parce qu'à la tête de tous ces morceaux-là, il y avait, je vous l'ai dit, des roitelets, les gens qui régnaient un maître à la tête des rébellions que vous connaissez. Et je pense que l'autre réalité mieux connue, c'est que derrière ces rébellions, il y avait quand même des armées étrangères, des gouvernements des pays voisins qui sponsorisaient ces rébellions et qui avaient du reste intérêt. Et donc, ces pays-là n'existaient plus que de nom et personne ne pouvait parier à sa renaissance, à sa reconstitution dans ces frontières internationalement reconnues. Je me rappelle même qu'il y a certains envoyés spéciaux de pays, de puissances étrangères qui suggéraient carrément au président Joseph Kabila de laisser tomber ses efforts, de vouloir à tout prix réunifier ce pays et de laisser le temps arranger les choses. Évidemment, il s'était opposé énergiquement à cela et il avait jeté toutes ses forces, les forces de sa jeunesse, dans l'objectif de réunification et de pacification de ces pays, dans l'objectif de la stabilisation de la situation politique et sécuritaire en vue de permettre justement l'organisation du processus électoral et enfin dans l'objectif de la reconstruction de l'économie nationale et des infrastructures de base du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à l'évidence. Le Congo existe et d'un trait, on a oublié que cela n'était plus le cas en 2001. À partir de 2002, le pays s'est
réunifié quand le président Kabila était au pouvoir. On a vu un parlement travailler en bicéphale, des élections organisées, ce qui n'a pas été possible dans les années 90 malgré la conférence nationale souveraine. Quelle a été la stratégie de Joseph Kabila pour y parvenir? Moi, je pense que la force de traction, c'était d'abord son identité idéologique. Joseph Kabila est le fils de son père, c'est un nationaliste, patriote, et dont le rêve premier est d'abord de préserver l'héritage hérité des pères fondateurs de ce pays. Et cet héritage, c'est d'abord l'unité de ces pays. Le Congo, dans ses frontières internationalement reconnues, c'est le premier élément de cet héritage. Le deuxième élément, c'est la coexistence pacifique de cette mosaïque d'ethnies et de peuples qui composent la République démocratique du Congo. Et le troisième héritage, bien sûr, c'est ces ressources du sol et du sous-sol qu'il convient de fructifier afin d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Et donc là, déjà cette idéologie nationaliste a été pour beaucoup par rapport au choix qu'il a dû faire. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a sa foi en la démocratie. Sa foi en la démocratie. Le premier élément lui a permis de faire le choix entre gagner la guerre ou gagner la paix et réunifier le pays. Sa foi en la démocratie l'a amené devant un choix qui consistait à dire mais je suis déjà au pouvoir, est-ce nécessaire encore de démocratiser ou bien je fais tout pour m'y maintenir? Et là, il a fait le choix plutôt de lancer le processus démocratique et nous en savons de fortune heureuse, n'est-ce pas? Les cycles électoraux organisés avec aujourd'hui en prime la première alternance pacifique du pays. Et donc je crois qu'il y a eu cette force idéologique, mais il y a eu aussi effectivement un mode opératoire qui est attaché à sa gouvernance, c'est le dialogue. Il a foi dans les dialogues et il pense qu'il n'a pas de raison de ne pas faire confiance à ses concitoyens lorsqu'il s'agit de rebâtir ce pays. Parlons à présent des aspects des reconstructions nationales, mais aussi de la relance économique de la RDC. Dans quel état le président Kabila a trouvé l'économie de ces pays et à quel stade l'a-t-il laissé à son successeur? Oui, je pense que la meilleure façon d'aborder les aspects économiques, c'est de relever les indicateurs trouvés à la prise de fonction du président Joseph Kabila et ceux qu'il a laissés lorsqu'il part. Je crois que le premier indicateur qui tombait sous l'essence, c'est la dette extérieure. Lorsque Joseph Kabila arrive avec un musée à Kinshasa, la dette léguée par le régime décadent, la dictature moussienne, c'était de 14 milliards de dollars. Et lorsque Joseph Kabila quitte ses fonctions, il laisse cette dette à 3 milliards. Donc en 18 ans, il a effacé cette dette de 11 milliards de dollars. Et le deuxième indicateur, c'est l'inflation, le taux d'inflation qu'il a trouvé aussi autour de 500%. Et Joseph Kabila, en quittant le pouvoir, il l'a laissé à moins 5%. Et le troisième indicateur, Joseph Kabila a trouvé, n'est-ce pas, un PIB de 7 milliards de dollars. Et en quittant le pays, il l'a laissé à 47 milliards de dollars. Et le dernier indicateur, bien sûr, ça peut être les réserves de change en devises. Il trouve dans la caisse près de 50 millions de dollars et il quitte en laissant 1,3 milliard de dollars de réserves de change. Pas ce qui était dans le trésor, non, des réserves de change et des réserves de change qui ont été constituées par des efforts internes. Il ne faut pas compter sur ces réserves de change un seul appui budgétaire de la part de partenaires étrangers parce que pendant 5 ans, pratiquement, nous sommes attelés à rebâtir notre économie en interne. Je me rappelle toujours comment, lorsque nous étions en train de quitter le Fonds monétaire international, après sa mission d'information, qui s'extasiait de voir que sans lui, nous avons pu, n'est-ce pas, relever ces défis pratiquement pour faire de l'impatience de pouvoir revenir en programme avec nous. Dans Grande Interview aujourd'hui,
Nous recevons le professeur Néhémie Mouilagna, qui est député national. Professeur, pour rester sur le volet économique, parmi les détracteurs du président Kabila, il y en a qui lui reprochent un certain manque de rigueur à l'endroit de certains de ses collaborateurs qui ont plongé dans la mauvaise gestion, qui ont plongé dans la corruption. Il y a même des enquêtes internationales, pour ne citer que les Panama Papers et bien d'autres, qui accusent le président Kabila d'avoir organisé l'économie de manière à soutirer beaucoup d'argent et presque à se payer lui-même. Oui, je pense que d'abord, il n'y a pas de doute que Joseph Kabila a travaillé avec des équipes. Il a eu plus ou moins 5 premiers ministres avec près de 200 membres du gouvernement qui ont travaillé avec lui. Rassurez-vous, tous ces gouvernements, c'était des gouvernements d'ouverture. Donc il a dû aussi travailler avec l'opposition politique. Alors comment imaginer que tous ses collaborateurs étaient des saints? Ce n'est pas possible. Donc nous encaissons les coups en reconnaissant qu'il y a eu des failles par-ci, par-là. Il y a eu certains collaborateurs, évidemment, à son insu, qui peut-être s'étaient trompés des cahiers des charges, avaient confondu par-ci, par-là leur propre poche avec la caisse de l'État. Mais ceci dit, là où il pouvait sanctionner, il a dû quand même le faire. Je note qu'en 18 ans, Joseph Kabila a révoqué quand même près de 10 membres du gouvernement. Je note que sous Joseph Kabila, et particulièrement s'agissant de l'indiscipline de l'armée, on s'est réalisé que des hauts gradés de l'armée sont passés par des juridictions militaires, ont été condamnés jusqu'au grade de général et donc d'officiers généraux, et notamment en matière de viol où il était pratiquement impitoyable. Et donc je me dis que nous avons eu certaines faiblesses qui étaient dues aussi au contexte, parce que tout au long de cette période de 2001 à 2018, Joseph Kabila a eu plutôt à rassembler les Congolais dans cette perspective de réunification du pays, a eu à travailler beaucoup plus sur la cohésion nationale, de telle sorte que il n'était pas toujours facile de combiner, n'est-ce pas, cet objectif ultime de réconcilier, de rassembler avec l'exigence de la sanction. Et donc, ce contexte peut être peut-être noté en termes de bémol, pas pour justifier les faiblesses, mais en termes de bémol, où ça avait ralenti son élan tendant à remettre de l'ordre, tendant à sanctionner là où c'était nécessaire. Je pouvais dire aussi à son actif, c'est qu'il a eu quand même à poser les fondements de la lutte contre la corruption et l'impunité dans les pays, notamment, je vois par exemple tous les efforts qu'il a jetés dans le redressement de la justice du pays, en restituant par exemple le pouvoir de régler les manquements des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Il a restitué l'indépendance au pouvoir judiciaire, et je pense que ça a été un acte important. Dans l'ouvrage, évidemment, vous démontrez combien le président Kabila a fait des efforts en ce qui concerne les groupes armés, notamment dans l'est de la RDC, qui se multiplient, qui naissent au jour le jour, et beaucoup d'analystes pensent que l'économie de la RDC serait allée plus loin si on n'avait pas les groupes armés. Mais qu'est-ce que vous répondez également à d'autres détracteurs du président Kabila qui pensent que tous ces groupes armés sont pratiquement le résultat de la FDL? Oui, d'abord, il faut partir de l'idée que lorsqu'on a abordé la question des coulages de recettes qu'on sort, on a omis de dire aussi qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités au niveau de toutes ces enquêtes qui ont été menées ça et là, Panama Papers et consorts. À certains égards, ces enquêtes ont été utilisées comme des instruments pratiquement des combats politiques contre un système qui ne faisait pas toujours les affaires de tout le monde.
Alors, s'agissant du volet sécuritaire, je vous ai dit dès l'entame de cette émission, c'est un des volets qui a mobilisé toutes les énergies de ces jeunes présidents. En 1996, c'est une révolution qui a été menée et je crois que cette révolution était tractée par l'AFDEL, qui était une association certes composite avec le soutien de certaines puissances régionales, mais rappelez-vous, en 1998, n'est-ce pas, a sonné la fin de la récréation et il avait clairement demandé aux forces invitées de pouvoir rentrer chez elles et depuis lors, n'est-ce pas, ces forces avaient décidé de mener une véritable guerre d'agression contre ces pays. Les groupes armés qui à ce moment-là s'étaient formés, c'était plutôt des groupes nationalistes, notamment ceux-là qu'on appelait les Maïmas et qui étaient des supplétifs de l'armée nationale pour barrer la route à cette agression qui était évidente sur le territoire national. Ceci dit, au fur et à mesure de la normalisation de la vie politique, notamment à travers l'accord de Sun City, rappelez-vous, tous les groupes armés qui étaient actifs aux côtés du gouvernement étaient représentés à Sun City comme entité et toutes les rébellions étaient représentées à part entière comme composantes. En signant l'accord global inclusif, ils ont été impliqués, n'est-ce pas, dans la transition. Et je pense que ce qui en était suivi, c'est le processus de l'intégration au sein des forces armées pour ceux qui étaient encore aptes, les membres de ce groupe, et le processus de démobilisation de l'autre côté. Et tout le reste, c'était des forces résiduaires qui ont été combattues par le pouvoir central, de telle sorte que lorsque on quittait les affaires, n'est-ce pas, de plus de 200 groupes armés, il n'en restait que des forces résiduaires de moins de 40 groupes armés, contrairement à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc je pense quand même que vous avez découvert même dans cet ouvrage, n'est-ce pas, pratiquement toutes les zones opérationnelles qui ont été créées et des résultats tangibles. La rébellion des CNDP, par exemple, qui est née vers fin 2006, et après les élections, et au bout de 3 ans, avait été anéantie. La rébellion de M23, qui est née entre 2012 et 2013, a été anéantie et s'est conclue par une reddition formelle du M23, et même les ADEF en 2014 ont été totalement défaits. Et ce sont là les efforts qui ont été fournis et par nos forces armées après la réforme qu'elles avaient subie. Et nous n'avons pas de raison, contrairement à ce qui court, de ne pas continuer à leur faire confiance, d'investir dans ces forces armées en équipement et en conditions convenables, n'est-ce pas, de travail et de vie pour qu'elles continuent à faire leur travail. Professeur, parlons à présent de la mise en œuvre du contrat chinois en ce qui concerne la révolution de la modernité, mais aussi la construction des infrastructures de base. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent qu'il y a eu une grave surfacturation dans la réalisation de certains ouvrages, mais il y a aussi des détournements des fonds de certains projets importants qui n'ont pas été réalisés, c'est notamment la fibre optique? Oui, d'abord, il faut partir de l'idée que lorsque on se tourne vers la Chine, on ne se tourne pas vers la Chine en substitution aux partenaires extérieurs. Non, on se tourne vers la Chine en complément aux partenaires extérieurs qui nous aidaient à accomplir des projets classiques. Or, Joseph Kabila, sur le plan de la reconstruction de l'économie nationale, des infrastructures de base, a eu 2 projets ambitieux. Le projet des 5 chantiers de la République et le projet de la révolution de la modernité. C'était clair qu'avec des ressources classiques, il ne pouvait pas lancer et mener à bien ces 2 projets. D'où il fallait essayer de recourir à d'autres ressources innovantes et qui étaient disponibles. Et là, aller là où on pouvait les trouver. Évidemment, certaines banques chinoises ont apporté une oreille attentive à notre démarche.
cash. C'est comme ça qu'il y a eu ces montages de près de 9 milliards de dollars pour financer ces travaux de grande envergure. Ceci dit, les premières critiques sont venues de nos partenaires extérieurs qui estimaient qu'on ne pouvait pas aller vers un tel endettement en même temps qu'on était dans un processus de désendettement, donc de réduction de la dette à travers les processus des pays pauvres les plus endettés. Nous avons dit que nous n'avions pas de raison de ne pas intégrer leurs préoccupations et c'est comme ça que, avec l'aide du FMI, on a dû réduire cette enveloppe de 9 milliards à 6 milliards. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est justement le mode opératoire de l'exécution de ce contrat. Mais le mode opératoire était simple. Les banques chinoises ont proposé que leurs fonds soient plutôt utilisés par des entreprises chinoises. Vous en avez ici Crexet et consorts. Et ce qui fait que le gouvernement présentait aux banques chinoises des projets. Et les banques chinoises, n'est-ce pas, entraient en colloque avec des entreprises désignées pour adapter. L'utilisation de ces fonds. Et comment ces fonds devraient-ils être remboursés? C'est là la création de la société Sicomine, qui est une société mixte congolo-chinoise autour d'une mine congolaise qui devait être exploitée en commun. Et c'est cette mine qui devait, au fur et à mesure, produire des ressources qui devaient être soit complémentaires à ce financement, soit servir au remboursement. Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Néhémie Moulagna. Professeur, parlons à présent des perspectives et de la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Ça fait 3 ans que Joseph Kabila n'est plus aux affaires et il a laissé le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi. Comment évaluez-vous actuellement la marche du pays? Mais écoutez, nous avons humblement parlé de ce que nous avons fait sous le règne de Joseph Kabila, les efforts qui ont été menés pour garder ces pays unis, souverains, et faire en sorte que ce soit des Congolais qui en soient les maîtres, des efforts que nous avons menés pour rendre l'État congolais réellement démocratique, promouvoir les libertés fondamentales, des efforts que nous avons menés pour que dans ce pays, le pouvoir retourne au peuple congolais et que ce soit au peuple de désigner démocratiquement, librement, ce qui devrait assurer sa destinée. Les efforts que nous avons menés pour créer davantage de richesses dans ces pays et les redistribuer à travers certains projets à caractère social, la gratuité de l'enseignement bel et bien commencé avec nous, mais de manière tout à fait méthodique et systématique. Rappelez-vous le projet des 1000 écoles, rappelez-vous le projet de la mécanisation des enseignants qui était resté longtemps des NU, des NP et consorts, mais également la manière dont nous avons accru le budget réservé à l'enseignement, à la santé, qui était passé quand même autour de 1% à plus de 10%. Et donc voilà, ça c'est ce que nous avons fait. Je crois que la bonne question, c'est celle de savoir si 3 ans après, qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage? Et moi, je préfère que ce soit les Congolais eux-mêmes qui soient juges de ça,
qui donne la réponse de ce qu'est devenu ce pays 3 ans après le départ de Joseph Kabila. Et j'imagine, n'est-ce pas, tout cet engouement qu'il y a autour du sénateur à vie Joseph Kabila lorsqu'il passe dans les rues de Kinshasa, c'est tout un message. 2023, Joseph Kabila sera-t-il candidat? Oui, Joseph Kabila candidat ou pas, la question de toutes les façons ne pourra pas se poser le moment venu. Le moment venu, pourquoi? Parce que Joseph Kabila est le leader de notre famille politique. Et donc, naturellement, il est positionné pour être le candidat de notre famille politique. Pense-t-il lui-même à cela? Croit-il que le moment venu, il devrait, n'est-ce pas, s'exprimer à ce sujet? Ça, c'est sa responsabilité. De deux, nous n'avons de cesse à dire que, au regard de la constitution de notre pays, des lois qui régissent le processus électoral, rien, absolument rien, n'empêche Joseph Kabila, redevenu citoyen et sénateur, rien ne l'empêche d'être candidat à ce scrutin de 2023. Je comprends. Le sénateur à vie veut tout simplement dire qu'il est dans cette position-là. Toutes les fois qu'il pourrait être appelé à exercer d'autres fonctions, il sera obligé de suspendre l'exercice de son mandat de sénateur. Et dès que les raisons pour lesquelles cette suspension avait été, n'est-ce pas, consentie vont disparaître, il poursuivra, n'est-ce pas, sa place au sein du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Et du reste, poser la question de l'incompatibilité nous renvoie, n'est-ce pas, après le scrutin, parce que on ne peut pas avoir une incompatibilité avant d'avoir la situation de cumul des fonctions. Donc, il y a une petite confusion qui chaque fois se glisse entre des conditions d'éligibilité et des conditions d'incompatibilité. Regardez la Constitution, lisez là de l'article 1er au dernier article, là où on parle d'élection du président de la République, on énumère les causes d'éligibilité et on renvoie les causes d'inéligibilité à la loi électorale. Et prenez toutes les lois électorales qui ont existé à ce jour, aucune n'a dans son sein un article, n'est-ce pas, qui stipule que les sénateurs à vie est déchu de ses droits civiques et politiques. Il ne peut plus, n'est-ce pas, prétendre exercer des fonctions électives dans ce pays. Du reste, la loi portant statut des anciens chefs d'État qui reprend la qualité de sénateur à vie aux anciens chefs d'État, s'agissant des questions d'incompatibilité, renvoie, n'est-ce pas, aux dispositions qui concernent les sénateurs et les députés. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau des dispositions légales qui concernent les incompatibilités liées aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs ont même ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de retour. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils sont élus, en même temps qu'ils exerçaient des fonctions publiques, soit des membres du gouvernement, ou après avoir été élus, si, n'est-ce pas, ils veulent entrer au gouvernement, ce qu'il leur est demandé, c'est quoi? C'est d'opérer les choix. Soit d'exercer le mandat des députés, soit d'entrer au gouvernement. Et si la responsabilité, n'est-ce pas, se termine au gouvernement, ils vont retourner au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. La seule différence pour les sénateurs à vie ici, c'est que c'est un statut où il n'est pas soumis ni à l'élection pour garder son siège de sénateur, ni à cette tractation qui consiste à savoir s'il devait terminer son mandat absolument, s'il allait occuper une autre fonction ou pas. Et donc, la situation est tout à fait claire dans les droits électoraux congolais. Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, se retrouve dans tous ses droits civiques et politiques de pouvoir concourir. Mais le tout maintenant dépend évidemment de sa volonté le moment venu, de l'harmonisation qu'il aura avec sa famille politique,
mais surtout de la qualité du processus électoral, n'est-ce pas, qui sera en place. Parce que nous considérons que celui qui est là demeure totalement biaisé, unilatéral, piégé, et donc il ne peut pas être en mesure de pouvoir permettre aux Congolais de s'exprimer en toute liberté, de garantir la transparence dans l'expression de cette volonté populaire et par conséquent de garantir aussi l'acceptation des résultats. Professeur Néhémie Mouilagna, merci d'avoir reçu grande interview. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.